Une forêt tout droit sortie de l'enfer. Des arbres tordus comme les doigts d'une vieille sorcière. Et la moisissure noire étouffe le sol. Un ciel si sombre qu'il semble pourri. Et des monstres. Des choses grotesques qui n'existent dans aucun monde réel. Notre MC est allongé sur le sol, attrapé par l'un d'eux. Il se débat, les dents serrées, mais la créature ouvre ses mâchoires. Sa voix tranche dans le vide. Si je meurs ici, je me réveille. La douleur semble réelle, à chaque fois. Comme si son corps était vraiment déchiré. Cela fait 12 ans. 12 ans de ce même cauchemar. Il peut endurer la douleur de la mort. Ce qu'il peut endurer, c'est dormir. S'endormir dans la réalité. Se réveiller dans le monde du cauchemar. Mourir dans le monde du cauchemar. Retourner à la réalité. Une boucle sans fin. Le sommeil n'existe plus. Il s'est donc adapté pour survivre dans cet enfer. Il a tout appris. Les arts martiaux, le maniement des armes, l'escrime, la survie dans la jungle, les tactiques de guerre. 12 ans de préparation acharnée, tout cela pour éviter de mourir dans un rêve. Et ça a fonctionné la plupart du temps. Mourir dans un cauchemar est devenu rare. Mais le vrai problème n'a jamais été la mort. C'était le sommeil. Il se souvient de ce que le médecin lui a dit un jour. Trouve quelque chose que tu veux faire. Alarme, alors tu pourras dormir profondément. Il reste seul dans sa chambre, le regard perdu dans le vide. Quelque chose que je veux faire. Tout ce qu'il veut, c'est dormir. Il veut juste un sommeil profond, paisible et sans rêve. Est-ce trop demandé? Du sang coule de son nez. Sa vision tourne. Le monde bascule. Il s'effondre. Qu'est-ce que c'est? Son corps est léger. Le mal de tête constant, celui qui le hante depuis des années, a disparu. L'air frais emplit ses poumons. Propre. Vif, vivant. Cette sensation, cette clarté, il ne s'est pas senti aussi reposé depuis 12 ans. Ses yeux s'ouvrent lentement. La question. Suis-je mort? Si c'est le cas, alors cet endroit est le monde du cauchemar. Celui dans lequel il est piégé depuis plus d'une décennie. Quelque chose semble différent. Il se cache derrière un arbre tandis qu'un monstre rôde à proximité. Avec autant de sang, j'aurais pu mourir. Et si c'est vrai, alors il n'y a plus de réalité à laquelle revenir. Pas de réinitialisation, pas de second monde. À partir de maintenant, c'est la réalité. Il connaît ce monde, connaît ses règles, connaît ses horreurs. C'est exactement ce qu'il faut faire pour survivre. Et tourner la situation se battre maintenant serait stupide. La bonne décision. Dirigez-vous vers un endroit. Les monstres détestent la lumière. Il dégaine son épée et s'arrête. Quel est ce sentiment? Il ne veut pas courir. Est-ce parce qu'il a enfin dormi correctement pour la première fois depuis des années? Au lieu de se cacher, il sort. Le monstre le sent et se retourne lentement. Autant jouer la sécurité. Il redresse sa posture, serrant plus fort l'épée. Est-ce parce que ce corps est plus jeune que mon corps d'origine? Chaque nerf crie. Combat. Survie. Le monstre rugit et charge sans hésitation. Trop lent. D'un seul coup net, il le tranche en deux, le fendant en deux. Ses yeux brillent de rouge, calme et concentré. Pas de panique, pas de peur, juste l'exécution. Il s'agenouille à côté du cadavre, tranchant la chair avec une précision d'entraînement. Il n'hésite pas. Il la cherche et la trouve, le noyau intérieur du monstre. Sans réfléchir, il la fourre dans sa bouche et la dévore. Pas de dégoût, pas de fierté. C'est comme ça que ce monde fonctionne. Dans ce monde de dark fantasy, il survivra, quoi qu'il arrive. Première étape, atteindre un endroit plus lumineux. Cette fois, il ne se réveillera pas. Perché sur une branche d'arbre, il ouvre les yeux. Une autre nuit de sommeil parfait et sans rêve. Pas de monstres hurlants. Pas de boucle de mort. Pas de réveil en sursaut en sueur froide. Cela fait un mois qu'il est arrivé dans ce monde. Depuis, il n'a fait qu'une chose. S'éloigner de l'habit noir comme du charbon et se diriger vers la lumière. Est-ce qu'il a envie de se battre qu'il le fait? Aider assez. Risquer sa vie pour le plaisir, c'est de la folie. Pourtant, l'envie est là. Une démangeaison silencieuse sous sa peau. Il ne chasse que lorsque c'est nécessaire. Lorsqu'il a besoin de pouvoir. Lorsqu'il a besoin de pouvoir. L'essence cachée à l'intérieur des bêtes démoniaques. C'est ce qui compte. Et en ce moment, il a faim. Manger l'essence lui donne une chance d'absorber les capacités d'une bête démoniaque. Depuis qu'il a commencé à faire ça, survivre ici est devenu gérable. Mais ce n'est pas la seule découverte. Il semble que le propriétaire initial de ce corps était un mercenaire tiers. Il peut lire l'écriture ici sans problème. Et si quelque chose comme un rang de mercenaire existe, alors cela signifie qu'il y a des gens dans ce monde, une civilisation, une société. Une société. Pour la première fois depuis son arrivée ici, l'espoir vacille. Il peut enfin voir la lumière. En marchant dans la forêt, il se fige soudainement. Un piège, ce qui signifie que quelqu'un l'a dit. Il se met à courir, se dirigeant vers la partie la plus lumineuse des bois. Il pourrait y avoir des gens à proximité. Après 12 ans d'isolement entre deux mondes, cette seule possibilité suffit à faire accélérer son pouls. Une maison en bois se dresse tranquillement devant lui. Une maison, pas des ruines, pas un nid de monstres. Maison. Il frappe. Pas de réponse. Il ouvre lentement la porte et entre. Silence. Puis il le remarque. Un livre d'or. Il le prend avec précaution. Un enregistrement du royaume des démons. D'étranges lettres recouvrent les pages. Terminologie.
information. Si ce livre est réel, alors ce monde n'est plus seulement un cauchemar. C'est un endroit avec une structure, des règles, une histoire. Et cela signifie une chose, il n'est pas seul. Le livre n'est pas que de vieux gribouillis. Il est détaillé, méticuleux, structuré. S'il veut survivre dans ce monde, ce livre est essentiel. Puis, débrouille pas. Une corde d'arc se tend derrière lui. Qui es-tu? Réponds-moi franchement, ou je te fais un trou dans la tête. Une personne. Après tout, une vraie personne. Il est sincèrement ravi, mais, à en juger par la flèche pointée sur son crâne, le sentiment est immuable. Pense-t-il que je suis un voleur? C'est une supposition raisonnable. Il lève lentement les deux mains. Ne vous méprenez pas. J'ai vu une maison ici, et je suis entré par curiosité. Alors va-t'en, je n'ai rien à faire avec toi. Froid, direct, compréhensif. Mais par hasard, j'aimerais vraiment lire ce livre. Pourrais-tu me le prêter? Je paierai si nécessaire. Et si je refuse? Le titan de l'air, il a besoin de ce livre. Pas pour la connaissance, pas pour la curiosité, pour la survie. Sa main dérive vers son épée. C'est le cas, je vais peu moins être devoir devenir un voleur. Le silence engloutit la pièce. Il étudie attentivement le vieil homme. J'ignore quelle est sa force, mais je ne pense pas que je perdrai. La tension est réelle. Pas un faux mouvement, et le sang tachera le parquet. Le vieil homme expire. Un voleur ne demanderait pas à lire un livre. Ravi de vous rencontrer. Je suis Hector. Juste comme ça, l'arc s'abaisse. Il baisse sa garde. Je m'appelle Kimwin. Imu. Z, c'est un nom assez inhabituel. Appelez-moi simplement Ki. J'imagine que c'est difficile à prononcer. Hector continue calmement. Je comprends ce que vous dites. Cependant, ce livre m'est précieux. Je ne peux pas le prêter. D'accord, mais si vous souhaitez le lire, vous pouvez rester ici un moment et le faire. Jim cligne des yeux. En échange, j'aimerais que vous l'aidiez à faire quelques tâches simples. C'est tout. Merci. Après 12 ans d'isolement et un mois de survie en solitaire, il a enfin un abri et peut moins être un professeur. Et comme ça, il finit par rester chez Hector. Hector est bourru, brusque, pas vraiment accueillant, mais ce n'est pas un mauvais homme. Jean fixe le bol devant lui, de la soupe chaude. Cela fait si longtemps. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il prend une bouchée. C'est délicieux. Sa vision se brouille. Hector pourrait bien être un ange. Pour la première fois depuis des années, il mange quelque chose préparé par un autre être humain. À l'aube, Hector se prépare à partir. Tu repars aujourd'hui. Cela prendra probablement un certain temps. Jean se souvient pourquoi. La vengeance. Une bête démoniaque a tué le camarade Hector. Et Hector a bien l'intention de lui rendre l'appareil. Chaque fois qu'il est seul, Jean lit les annales du royaume des démons. Toutes les histoires commencent de la même manière. L'Empire du Nord, aveuglé par la cupidité, a tenté d'atteindre la porte de l'autre monde. Une source censée contenir la vérité ultime et un pouvoir immense. À partir de ce moment, le désastre a commencé. La porte s'est ouverte, et de puissantes bêtes démoniaques en sont sorties. En seulement 9 ans, le Nord est tombé. L'humanité a réagi en unissant ses factions sous l'alliance de l'Église. Ils ont érigé une barrière pour arrêter la propagation. Mais le mal était fait. Le Nord n'était plus un territoire humain. Il est devenu le royaume des démons. Ce livre contient de nombreuses informations utiles. Mais un détail le fait s'arrêter. Plus on s'enfonce dans le royaume des démons, plus les bêtes démoniaques deviennent fortes. Il y repense. Les monstres ne s'affaiblissaient-ils pas à mesure qu'ils se rapprochaient de la lumière? Le silence s'installe. À quelle profondeur s'est-il enfoncé dans le royaume des démons? Et plus important encore, à quel point est-il fort dans ce monde? La forêt est plongée dans le chaos. Hector court à travers les arbres, poursuivi par une meute de bêtes démoniaques ressemblant à des loups. Car il s'arrête, tirant des flèches avec précision, mais elle les dévient. Ils sont forts, trop forts. Il sprinte vers la maison et voit Jean. Jean court. C'est dangereux. Trop tard. Il ne court pas. Il avance. Ses yeux brillent de rouge, épée à la main. Il se jette sur le loup-garou le plus proche. La bête frappe, griffe, carf, visant à le déchiqueter. Payne lui tranche le bras. Payne l'aide puis tout le corps. Un coup net. Le cadavre se fendit en deux avant même qu'il ne comprenne qu'il est mort. Le reste de la meute recule lentement. Même les monstres reconnaissent un prédateur. De loin, Hector le regarde avec incrédulité. Mon Dieu, t'as tué un loup-garou, d'un seul coup. Jean se retourne calmement. Hector, cette chose est-elle censée être une bête démoniaque puissante? Hector répond calmement lorsqu'on lui demande si un loup-garou est fort. Fort? Incroyablement fort. Jean absorbe cela sans émotion. Puis il se tourne vers la meute rassemblée devant lui. Près de 40 loups-garous lui barrent la route. Il expire légèrement. Il entendra le reste après s'être occupé d'eux. Dans son esprit, il évalue froidement la situation. Ils n'ont pas l'air si impressionnants, mais le nombre compte. 40 est plus que suffisant pour le tuer s'il fait une erreur. Imprudence égale mort. Au lieu de charger aveuglément, Jean calcule. Ne combattez pas les 40. Tranchez gorge de celui qui se trouve juste en dessous de l'alpha. Le commandant en second. Ses yeux se fixent sur une silhouette massive qui se tient devant. C'est lui. Sans avertissement, Jean déchaîne une intention meurtrière écrasante. Épaisse, suffocante, prédatrice. L'air lui-même semble trembler. Le sommet de la meute croise son regard. Une guerre silencieuse s'engage entre eux.
Puis, le sommet baisse les yeux, se retourne, court. Le reste de la meute le suit instantanément. Les loups-garous battent en retraite sans un seul affrontement. Hector les regarde avec incrédulité. Les loups, ceux qui sont célèbres pour leur courage, ont fui. Jean n'est pas surprise. Le chef savait exactement ce qui allait se passer. Puis Hector laisse échapper la vraie surprise. Le loup-garou que Jean a tué porte une prime de 40 pièces d'or. Jean fait une pause. C'est beaucoup? Hector rit presque. C'est suffisant pour vivre confortablement pendant 6 ou 7 ans sans travailler. Jean regarde à nouveau le cadavre. Un faible comme ça vaut autant. Plus important encore, si quelque chose d'aussi insignifiant porte une telle prime, alors, chaque fois qu'il est à court d'argent, il a juste besoin de chasser des monstres similaires. De l'argent facile. Une vague prise de conscience s'installe. Moins être, juste peu moins être, tu restes à la vie ici pour être plus facile que ces dernières années. Sur la table se trouve le butin. Une peau de loup-garou, du bœuf séché, une bourse de pièces d'argent et une carte des pionniers. Hector les pousse vers Jean, va au village des pionniers. Pour Jacob, il achètera la peau à un prix raisonnable. Jean hésite. Est-ce vraiment bien de lui donner quelque chose d'aussi précieux? Hector balaye la question. Tu as tué le loup-garou. Je ne fais que payer ce que ça vaut. Et puis, il en voulait aussi à cette bête. Hector lui tend la main. Merci pour la vengeance. Jean la prend fermement. Merci pour tout. Pas de discours théâtraux. Juste un respect mutuel entre hommes d'hommes qui comprennent la violence et la dette. Jean s'enfonce seul dans la forêt. Mais il n'est pas seul. Du haut d'une crête lointaine, le véritable sommet de la meute l'observe en silence, l'observant. Berçant, l'instinct calculateur. La chasse n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Jean arrive enfin au village des pionniers. Il scrute l'endroit en silence. Pour une petite ville, elle est bien approvisionnée, organisée et fonctionnelle. Alors qu'il marche dans les rues, il le sent, les yeux rivés sur lui. Tout le monde est tendu, en alerte. Il ne les blâme pas. Dans un monde comme celui-ci, le plus dangereux, ce ne sont pas les monstres, mais les gens. Il entre dans un bar. Quelqu'un lui propose une bière avec des involtures. Jean décline la boisson et passe directement aux choses sérieuses. Il cherche un homme du nom de Jacob. Le type assis à côté de lui répond immédiatement. C'est moi. Jean l'étudie. Visage d'escroc. Il transmet néanmoins le message qu'Hector lui a envoyé. Il y a une peau de loup-garou à vendre. Jacob sursaute presque de son siège. Un loup-garou? Hector en a tué un. Jean remarque l'hypothèse et la laisse passer. Inutile de le corriger. Quand Jacob voit la peau, ses yeux s'écarquillent. C'est réel. Il commence à faire l'éloge d'Hector, presque théâtralement impressionné. Puis, soudain, des voyous encerclent Jean. L'ambiance change instantanément. C'est donc comme ça. Jean pose la question évidente. Qu'est-ce que tu fais? Jacob sourit légèrement. Pars gentiment, et tu vivras. La pensée précédente de Jean lui revient en mémoire. Les visages d'escrocs ne mentent pas. Il rappelle à Jacob qu'Hector lui a fait confiance. Jacob ne bronche même pas. Il appelle ça un investissement. Fournir Hector lui a coûté des pertes. La peau compensera. Une affaire simple. Les yeux de Jean brillent légèrement en rouge. Doit-il le tuer? Il y réfléchit sérieusement. Mais non. Il est en colère. Mais pas assez pour tuer un homme pour une peau. Jacob devrait être reconnaissant que Jean ait encore des principes. Jacob pousse le bouchon plus loin. Il verse de la bière directement sur le visage de Jean. N'essaye pas d'être malin. Dégage. Jean reste là en silence, se retourne et s'éloigne. Jacob sourit par derrière. Choix judicieux. Sauf que Jean ne part pas. Il bloque l'entrée à la place. Puis se retourne. Si tu veux arnaquer quelqu'un, tu vises le cou, pas le dos. La taille de Jacob. Je suppose que le gamin n'est pas malin, après. Les voyous chargent. Jean dégaine son épée. Les hommes comme cela. Il ne se sentirait probablement pas coupable de les tuer. La première lame s'abat. Il le dévie proprement et abat l'homme d'un seul coup. Un autre se jette sur lui avec une hache. Jean esquive sans effort, lui retourne une table et tranche à la fois le bois et l'homme d'un seul coup. Le bar est plongé dans le chaos. Jacob a peu moins de penser que c'est un investissement facile. Il vient d'investir dans ses propres funérailles. De loin, Jacob regarde ces hommes tomber les uns après les autres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un combattant aussi fort dans ce domaine? Impossible. Il aurait dû savoir qu'il y avait quelqu'un comme ça. La panique commence à s'installer. À ce rythme, il va mourir pour rien. Jean ne ralentit pas. Un homme bondit avec 2 poignards. Jean le coupe en plein mouvement. Un autre charge à main nue, audacieux et stupide. Jean dévie le coup et le coupe tout aussi facilement. Quelques instants plus tard, il se retrouve seul au-dessus d'un sol de cadavre. Les yeux rouges. Respirant régulièrement, Jacob finit par craquer. Courez, tout le monde, courez! Jacob et 2 subordonnés défoncent la vitrine du bar et se précipitent dans la rue. Ils heurtent violemment le sol et restent figés. Un loup rouge se tient devant eux. Pourquoi un monstre se trouve-t-il dans le village? Et puis, ils le sentent. Jean sort derrière eux et ils sont maintenant piégés. Un monstre devant, un monstre derrière. Jean croise le regard du loup rouge. Son regard est perçant, prédateur. Es-tu venu ici parce que tu veux mourir aussi? Le loup tombe instantanément au sol, se retourne et se soumet. Son visage devient pratiquement bleu de peur. Jacob n'arrive pas à comprendre ce qu'il voit. Jean observe attentivement le comportement du loup. Qu'est-ce que c'est que ce bêtisier? Puis un déclic. Ah, c'est ça.
Il lève lentement le doigt et pointe du doigt Jacob et ses hommes. Un seul mot, morsure. Les yeux du loup brillent d'un bleu comme des étoiles jumelles. Sans hésiter, le loup rouge se lance en avant. Il s'accroche au cou d'un homme et l'ouvre instantanément. Du sang gicle. Jacob regarde avec horreur. Jean hoche légèrement la tête. Jacob regarde ses deux derniers subordonnés se faire déchiqueter. La panique le dévore. Et maintenant? Puis l'instinct de survie se déclenche. S'il s'énerve, il survivra peut moins être. Le gamin a l'air assez mou. Il s'excuse plusieurs fois. Il se comporte de manière pathétique. Il survit d'abord. La vengeance viendra plus tard. Il tombe à genoux. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je ferai tout. Une épée transperce soudain le sol à côté de la tête de Jacob, lui tranchant la surface du cuir chevelu. Un avertissement. Jacob serre les dents intérieurement. Pour qui se prend ce salaud? Mais Jean ne le regarde même pas. Il se souvient d'autre chose. Un directeur d'usine de sa vie passée. Quand Jean lui a demandé un jour pourquoi il avait du retard dans le paiement de son salaire, le directeur l'a supplié de ne pas lui faire savoir, juste pour cette fois. À l'époque, Jean avait le cœur tendre. Il l'a accepté. Ce retard d'une semaine s'est transformé en un mois, puis en deux. Et quand il a redemandé, on l'a traité d'égoïste. On lui a dit d'endurer les épreuves ensemble. On l'a traité comme une nuisance, comme un homme à abattre. Le souvenir a encore un goût amer. Vivre comme ça au mois, le mois, c'était misérable. Mais il a appris quelque chose. De retour dans le présent, Jean se retourne pour partir. Derrière lui, l'expression de Jacob change. Le sourire d'un rat. Il se jette avec un poignard. Jean ne se retourne même pas complètement. Il attrape la main de Jacob en plein coup. Voix froide. Ce sont des types comme vous, des arnaqueurs, qui ne comprennent pas le remords. Un coup net. La tête de Jacob s'envole dans les airs. Aucune hésitation, aucune pitié. Jean regarde le corps tomber. Cette fois, il ne se laissera plus jamais prendre pour un imbécile. Le silence s'installe. Seul le loup rouge reste. Jean le regarde. Maintenant, que faire de toi? Le loup n'attaque pas, ne court pas. Il se rapproche simplement, comme si c'était déjà décidé. Jean hausse un sourcil. Tu veux nous suivre? Le loup appuie légèrement sa tête contre sa poitrine. Chose intelligente. Jean le caresse une fois, ferme mais approbatrice. Très bien alors. Allons-y à partir de maintenant, Mute. Jean se réveille dans son lit. Sommeil profond, un sommeil parfait. Le genre de sommeil si réparateur qu'il a l'impression de pouvoir voler. Pas de cauchemar, pas de main tremblante, juste du calme. Plus tard, alors qu'il lave ses vêtements, une pensée finit par refaire surface. Il a tué une personne pour la première fois. Pas une seule, plusieurs. Et pourtant, pourquoi ne se sent-il pas coupable? Il cherche la réponse en lui-même. Était-ce parce que c'était des ordures? Non, ce n'est pas ça. L'émotion qu'il a ressentie pendant le combat était la même que lorsqu'il chassait des monstres. Un frisson? Cette prise de conscience le perturbe plus que le sang ne pourrait jamais le faire. Quelque chose en lui change, grandit, s'aiguise. Est-il maudit? Il expire lentement. Pourtant, il a survécu. Ceci compte, n'est-ce pas? En marchant dans la forêt avec Mute, les pensées de Jean s'éclaircissent avec Gareth. Une chose est sûre, cette vie sera complètement différente de l'ancienne. Plus besoin de ravaler l'injustice. Plus besoin de survivre au mois le mois. Il vivra dans l'abondance et il profitera du présent. Au loin, la 5e cité pionnière apparaît. Jean jette un coup d'œil au loup. Restez à proximité, restez hors de vue. Mute disparaît docilement dans les broussailles. À l'intérieur de la cité, Jean se souvient de ce qu'il a lu dans les chroniques. Pour récupérer la prime du monstre, il faut passer par l'Alliance de l'Ordre. Et il y a une succursale ici. Il entre dans le bâtiment et demande directement. Est-ce l'Alliance de l'Ordre? Oui. Qu'est-ce qui vous amène ici? Jean ne perd pas de temps. Il jette la peau de loup sur la table. Je suis là pour récupérer la prime du monstre. L'homme derrière le comptoir la regarde, fronce les sourcils. Ce n'est que de la peau de chien. Ce n'est pas un endroit pour faire des farces. L'air change. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils regardent. Les yeux du vendeur s'écarquillent en pleine inspection. Attendez, ce n'est pas de la peau de chien. C'est une peau de loup-garou. Sa voix baisse. L'avez-vous chassé vous-même? Diane répond simplement. Oui, tout à l'heure. Sans fierté, sans fioriture. Après vérification, Jean attend seul. Puis un haut fonctionnaire entre en s'excusant poliment. Avec autant d'argent en jeu, il devait confirmer l'authenticité. Une lourde bourse atterrit sur la table. La peau est authentique. Voici votre récompense. Jean saisit le sac. Il est lourd. Assez réel pour vivre paresseusement pendant 6 ou 7 ans. Cela ne semblait pas réel jusqu'à présent. Ses mains tremblent légèrement, pas à cause de l'adrénaline comme pendant une chasse. C'est différent, l'argent. L'argent est définitivement une bonne chose. Alors qu'il s'apprête à partir, l'homme hésite. Seriez-vous intéressé par une autre demande? Jean marque une pause. Une demande, explique le fonctionnaire. Un monstre est apparu dans une carrière voisine. À cause de lui, les ouvriers ne peuvent pas entrer. L'extraction de la pierre de sang a cessé. Sans elle, l'argent ne circule pas. La ville entière est au bord du gouffre. Et le monstre, plus fort qu'un loup-garou. Les yeux de Jean s'aiguisent. Quel genre de monstre? Le nom tombe lourdement. Crâne fou. Prime. 70 pièces d'or. L'expression de Jean ne change pas, mais au fond de lui. Il connaît ce nom. Il a lu des articles à sujet. Plus que ça, il l'a déjà affronté. Crâne dur, agressivité implacable, force et endurance bien au-delà d'un loup-garou. Pas étonnant que la ville soit en difficulté. La première fois qu'il l'a combattu, il lui a fallu un mois pour le tuer, car il est mort 28 fois.
Le fonctionnaire demande prudemment « Pouvez-vous le maîtriser ?» Jin répond sans hésiter « Bien sûr !» Une faible lueur brille dans ses yeux. Ma prochaine proie est désignée. 70 pièces d'or. Et cette fois, il n'aura pas besoin de 28 morts. La scène se déplace vers la carrière. Jin entre dans la mine. L'air est chargé d'énergie noire. Le travail est au point mort depuis un moment à cause du crâne fou. L'atmosphère est suffocante, froide, lourde, mauvaise. Ce n'est pas un endroit où il veut s'attarder. Mieux vaut en finir, rapidement. Avant qu'il ne puisse aller plus loin, un homme l'arrête. Ils sont arrivés les premiers. Il se prépare déjà au combat. Pourrait-il attendre son tour? Jin le fixe. Depuis quand la chasse aux monstres a-t-elle un ordre? L'homme hésite, ne s'attendant manifestement pas à une réaction négative. Au lieu de discuter, l'homme propose une alternative. Rejoindre leur équipe. Chasser ensemble, Jin réfléchit. S'il attend et qu'il réussisse, c'est du temps perdu. Mais se battre pour savoir qui commence en premier ne sert à rien. Partager la récompense serait peu moins plus efficace. Pourtant, faire confiance à des inconnus dans ce monde, c'est cher. Jin remet en question leur soudaine gentillesse. Ils ont déjà beaucoup de monde. Pourquoi le recruter? L'homme rit maladroitement. Il privilégie la sécurité au résultat. Et Jin a l'air fort, ton poli, formulation prudente. Jin voit clair, le genre de personne qui s'incline devant les forts et intimide les faibles. Sur quoi dis-tu que je suis fort? La réponse lui fait jeter un regard de côté. Si tu n'étais pas fort, ce loup ne te suivrait pas. Clar, l'un des membres, rit tandis que Mute l'allège joyeusement. Elle mentionne que les monstres loups sont farouchement dépendants. Même l'alliance religieuse n'a pas pu les dompter. Pourtant, celui-ci suit Jin docilement. L'œil de Jin se crispe intérieurement. Ce satané Mute. Il lui a dit de rester caché. Et maintenant il accepte la viande de leur part? Même lui n'a pas mangé de vraie viande depuis Dieu sait combien de temps. Mute en prend une bouchée puis la lance à Jin. La viande brille presque d'une lueur dorée dans les yeux de Jin. Pour qui ce Mute le prend-il? Sa main bouge toute seule. Attendez, pourquoi son corps réagit-il? Quand a-t-il mangé de la vraie viande pour la dernière fois? Mais le chien l'a mangée. Elle est tombée par terre. Sa dignité humaine. Avant que la crise ne s'aggrave, Clar lui tapote doucement la main et lui offre un morceau frais à la place. Tu en veux? Dans la vision de Jin, elle brille d'une lumière dorée. Conclusion. Une personne bonne et digne de confiance. Alors qu'ils avancent dans la mine, Jin mange. Et se fige intérieurement. C'est délicieux. Des jus savoureux. Un piquant prononcé qui lui rappelle la cuisine du Sichuan. Rien à voir avec la viande de monstre qu'il avalait pour survivre. Pendant un instant, la tension retombe. Juste de la bonne nourriture. Clar réalise qu'il ne se présente jamais correctement. Avant qu'elle ait fini, l'homme s'avance. Oh, Jonathan, chef du groupe de mercenaires Black Marlin. Clar, Jin glisse presque. Kimuji. Il se corrige doucement. Juste Jin? Jonathan sourit. Ravi de vous rencontrer. Demandez ce que vous voulez si vous en avez besoin. Hein hoche la tête poliment de surface, mais sa garde reste toujours aussi haute. Ils atteignent une vaste clairière à l'intérieur de la carrière. Le ton de Jonathan devient instantanément plus aigu. C'est là qu'ils vont abattre Mad Skull. Les ordres fusent clairement et avec exactitude. L'équipe de piège est prête. L'équipe de javelot est en position. Puis il se tourne vers Claire. On commence. Elle hoche la tête. Compris. Claire s'avance et lève la main. Jin la sent avant qu'il ne la comprenne complètement. Magie. C'est donc la magie mentionnée dans les archives. Au nom de Claire, je t'en supplie, accorde une bénédiction à cette terre. Featherwalk. Une douce énergie se répand. L'air se déplace. Jonathan se déplace rapidement. L'homme paresseux de tout à l'heure a disparu. Maintenant il est léger sur ses pieds, mouvement affiné. Comme on pouvait s'y attendre de Claire, ses buffs sont excellents. Il estime qu'il lui faudra 3 minutes. 5 au maximum. Il attirera Mad Skull à nouveau. Si une personne fait. Yin analyse la stratégie. Attirez-le dans sa piège. Immobilisez-le. Libérez tout d'un coup. Ce n'est pas mal. Contre la plupart des monstres, ça marcherait. Mais c'est Mad Skull. Est-ce que ça suffira vraiment? Jonathan revient en courant. Derrière lui, Mad Skull. Énorme. Des yeux rouges, violents et flamboyants. Équipe de piège. Le monstre s'écrase dans le filet. L'équipe tire de toutes ses forces. Les javelots volent. Des coups parfaits. La bête rugit, secouant le sol. Maintenez-le bien en place. Comment autant de personnes peuvent-elles ne pas maîtriser un monstre? La réponse arrive vite, car c'est un crâne fou. Le filet se déchire. Et juste comme ça, des yeux rouges se fixent sur Claire. Il charge. Elle lance un autre sort. Trop lent. Trop près. À la dernière seconde, Jin apparaît. Il attrape le monstre par les cornes. Il l'écrase froidement. Derrière lui, Claire crie son nom. C'est dangereux. Jin ne se retourne pas. Ne vous inquiétez pas. Il sourit. Car il sait déjà exactement comment chasser un crâne fou. Claire drippe les cornes du monstre, essayant de le maîtriser. Puis la réalité le rattrape. Ses mains glissent. Le crâne fou bondit en avant instantanément, submergé par une puissance brute. Réagissant à peine à temps, Jin dégaine son épée et bloque l'attaque, mais l'impact en dit long. Autant pour devenir plus fort.
Cette pensée le pique. Cette chose n'est pas seulement résistante. Elle est construite différemment. Avant qu'il ne puisse se réinitialiser, le monstre bondit à nouveau. Un moment de distraction, une ouverture. Et Claire bondit, coupant l'attaque et le tirant hors de danger. Sauvetage net. Lynn se redresse et soudain son corps semble plus léger, comme s'il venait de lâcher un poids énorme qu'il ne savait même pas qu'il portait. Un bœuf magique. Son esprit s'emballe. Ah Bial, ouais ça pourrait marcher. Jonathan se précipite avec son escouade, prêt à le soutenir, mais Jean l'arrête immédiatement. Il veut cette stratégie en solo, pas celle de l'ego. Parce que dans sa tête, le combat est déjà en train de se transformer en formule. Le crâne fou peut sembler intimidant, mais au fond, ce n'est qu'une bête qui charge droit et a du mal à se retourner. Une simple faiblesse, exploitable. Première étape, utilisez-la pour la contrôler. Janet décolle, incitant le monstre à le poursuivre. Le crâne fou fracasse les obstacles par pur rage et élan. Mais soudain, il trébuche, s'écrase. Jean le remarque instantanément. Le bœuf ne l'aide pas seulement. Il fait en sorte que le monstre a du mal à suivre. Parfait. La première étape fonctionne. Deuxième étape. Ses défenses massives. Ce sont en quelque sorte ses bras, ses principaux outils d'attaque. Jean resserre sa prise sur son épée. Il analyse rapidement. Les défenses sont trop résistantes. Les couper ne sert à rien. Il change donc de cible, le nez. Il frappe de toutes ses forces. Le coup touche et la réaction est immédiate. Le crâne fou devient fou furieux, se débattant sauvagement. Ses mouvements deviennent erratiques et instables. Une douleur irrésistible. Chaque mouvement aggrave la situation. C'est terminé. Il ne le sait juste pas encore. Il n'hésite pas. Il plonge, lui tranche les tendons les uns après les autres, démantelant complètement sa mobilité, puis l'achève au niveau du cou. Le corps massif s'écrase. Silence. Jean se tient derrière lui, calme, contrôlé, comme si tout avait été calculé depuis le début. Ce crâne fou n'aurait plus jamais d'autre chance. Le moment s'attarde. Le faible sourire de Jean et ses yeux rouges brillants et perçants. Claire, Jonathan et les autres arrivent sur le champ de bataille et s'arrêtent net. L'endroit est en ruine. Jonathan a du mal à comprendre, mais Claire traverse le choc et se concentre d'abord sur Jean. Avant qu'il ne puisse avancer, le loup-garou de Jean apparaît soudainement, bloquant leur chemin. Les yeux bleus les fixent, immobiles. La tension monte. Personne n'ose s'avancer. Il pousse un rugissement profond. Message clair reçu. N'intervenez pas. Claire le lit instantanément. Et puis Jean sort. Vivant. Le soulagement frappe tout le monde d'un coup. Les questions suivent immédiatement. Qu'est-il arrivé au crâne fou? La réponse de Jean. Froide. Simple. Il n'y a plus de crâne fou, juste du porc. Jonathan est excité, étonné que Jean ait réussi à s'en sortir seul. Quelque chose d'inouï. Même le loup-garou semble étrangement satisfait, jusqu'à ce qu'un autre crâne fou apparaisse. Panique instantanée. Arme levée, ordre en rafale. Deuxième round. Mais Claire arrête tout. Quelque chose cloche. Celui-là n'est pas là pour se battre. Il a des porcelets? La tension change complètement, tandis que le groupe regarde l'énorme bête partir tranquillement avec ses petits. Pas de combat, pas d'agressivité, juste une mère qui s'éloigne. Claire reconstitue les pièces du puzzle. Il nichait ici. Jonathan soupire, un peu en conflit maintenant. En tuer un semble différent quand on réalise la situation dans son ensemble. Pourtant, au moins celui-ci est parti paisiblement. Mission terminée. La scène se déplace, à nouveau, dans la 5e ville pionnière. Dans un bar animé, l'ambiance change complètement. Jonathan élève la voix, célébrant la chasse. Pas de blessés graves. Mission réussie. On ne pouvait pas demander mieux. Et maintenant, le vrai moment fort, la récompense. Les chasseurs applaudissent lorsque le paiement est révélé. Mais Claire remarque quelque chose qui cloche. C'est bien plus que prévu. Jonathan sourit comme un homme qui sait exactement ce qu'il fait. 2 crânes fous. Un danger inattendu. Des porcelets impliqués. Il a poussé l'histoire à fond et leur a obtenu une récompense améliorée. 11 pièces d'or. Lynn souligne le défaut évident. Ils ne se sont même pas battus avec le deuxième. Jonathan sourit simplement. Ouais, à ce sujet. Il a peut-être un peu ajusté la vérité. Le bar éclate de rire lorsque le petit ajustement de Jonathan obtient l'approbation totale de l'équipe. Si tu ne te fais pas prendre, c'est la vérité. Lynn soupire, mi-amusé, mi-impressionné. Déjà intéressant. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Jonathan lui passe un bras autour des épaules et lâche une autre bombe. Il donne la moitié des gains à Jean. Jean se fiche. Jonathan, n'hésite pas. Sans liaille, c'est aussi simple que ça. Et avec la récompense boostée, il y en a plus qu'assez pour tout le monde. Plus important encore, tout le monde est d'accord. Pas de plainte, pas d'hésitation. Ce n'est pas de la charité, c'est du respect. Le groupe l'accepte sans réserve. Pas de rancune, pas de doute. Jean les regarde. Quelque chose change dans sa perspective. Le bœuf, les pièges, ils ont aidé. Peut-être que tout le monde ici n'est pas aussi mauvais qu'il le pensait. Alors il fait un geste, lève son verre et déclare qu'il couvre tout le monde ce soir. La réaction, un chaos immédiat, des acclamations, des rires et une promesse de vider son portefeuille à blanc. L'ambiance devient folle, bruyante, vivante. Mais au milieu de tout ça, Jean remarque que Claire s'éloigne discrètement. Il crie « Où va-t-elle » Sa réponse est simple
pour pratiquer la magie. Jin cligne les yeux. En ce moment, loin du bruit, sous la pleine lune, Claire est assise seule, calme, concentrée. Une énergie bleue rayonne doucement d'elle, tandis qu'elle médite, complètement dans sa zone. Jin observe de loin. Après tout ce qu'elle a vécu aujourd'hui, elle continue de s'entraîner. Pas de pause, pas d'excuses. Elle doit être épuisée. Et pourtant, elle continue. Ce genre de discipline a des répercussions différentes. Les pensées de Jin. La magie, c'est peut moins être quelque chose qu'il doit essayer aussi. Claire cligne des yeux de surprise. Jin veut apprendre la magie. Sa réponse arrive instantanément. Sans hésitation. Tian est prise au dépourvu par la facilité avec laquelle elle accepte. Mais Claire a ses raisons. Elle voulait quand même le remercier. Quand le crâne fou a foncé sur elle, Jin est intervenu et l'a sauvée, ce qu'elle a souligné, avec insistance que certaines personnes n'avaient pas fait. Donc pour elle, lui apprendre la magie n'est pas une faveur. C'est le strict minimum. Et contrairement à d'autres groupes de mercenaires qui échouent même à protéger leur mage, Jin, il est différent. Jonathan coupe la parole. La magie n'est pas quelque chose que l'on apprend du jour au lendemain. Et ils partent dans 2 jours. Claire riposte immédiatement. Alors Jin devrait simplement les accompagner. Jonathan contre-attaque avec un éclat dramatique, dépeignant Jin comme un loup solitaire, trop puissant pour voyager avec eux. Jin, pendant ce temps, souffre intérieurement. Je n'ai littéralement plus rien à faire. Maintenant, il se sent obligé d'être à la hauteur d'une image qu'il n'a jamais demandée. Alors il fait la seule chose à laquelle il peut penser. Il demande quelle est leur destination. Jonathan répond. 4e ville pionnière. Un gros travail en attente. L'excuse parfaite. Jin prétend rapidement qu'il s'y rendait de toute façon et demande avec désinvolture à les rejoindre. Peut moins être apprendre la magie en chemin. La livraison est douloureusement évidente. Claire et Jonathan comprennent immédiatement. Ouais, il est nul pour mentir. Mais bon, ça a marché. Jonathan joue le jeu, faisant semblant d'être choqué par la coïncidence, tandis que Claire accueille joyeusement leur nouvel allié fiable. Jin, de son côté, l'accepte tranquillement. Sa prochaine destination est fixée. Alors qu'il s'apprête à partir, une créature massive apparaît, un terrasque, un monstre, élevé et apprivoisé par les humains pour le transport. Jin l'étudie avec intérêt. C'est donc le genre de monde dans lequel il se trouve désormais. Il utilise des monstres à la place des chevaux. Énorme, puissant, pratique. Jonathan appelle tout le monde à déménager. Plus de retard. Le voyage commence. La scène se déplace vers l'entraînement. Jin est assise en méditation à côté de Claire, plongeant dans quelque chose de complètement nouveau, la magie. Et comme tout ce qui vaut la peine d'être appris, c'est douloureux, pas physiquement, mais mentalement. Répétition, croissance lente, palier qui semble sans fin. Le genre de progrès où l'on se demande si l'on s'améliore, mais Jin ne craque pas. Il est habitué à ce genre de souffrance. C'est familier. 12 ans dans le royaume démoniaque, c'est ce qui l'a façonné. La douleur, la répétition, la survie. Comparé à cela, cet entraînement, juste un autre mur à franchir. Alors il continue, encore, et encore, jusqu'à ce que Claire s'illumine soudainement. Il l'a fait. Il a enfin senti le mana. Jin le traite lentement. 10 jours, rien que pour arriver à ce stade. Difficile mais pas impossible. Claire admet qu'il est lent. Elle est lent, mais le félicite quand même. Parce que certaines personnes n'atteignent jamais ce stade. Claire continue sans perdre de temps, en extrayant un étrange liquide bleu. 2e stade. Puis, sans prévenir, elle lui dit de se déshabiller. Jin se fige, complètement déstabilisé. C'est quoi? Claire, imperturbable, explique calmement. Ce n'est rien de bizarre. Elle va injecter du mana dans son corps et créer un chemin pour qu'il circule, un raccourci, une méthode. Avant qu'il ne puisse trop y penser, elle a déjà tout mis en place. Maintenant vient la partie importante. Elle lui dit de se concentrer et de le ressentir correctement cette fois. Des cercles magiques fleurissent lorsque Claire pose sa main sur le dos de Jin. Et puis ça frappe. Le mana inonde son corps, écrasant, suffocant d'intensité. Ce n'est pas la faible sensation d'avant, c'est quelque chose d'énorme. Au fond de lui, Jin le sent clairement, maintenant. Quelque chose de plus épais que du sang qui coule en lui. Claire l'observe attentivement, lui demandant s'il peut le sentir. Jin insiste. Oui, il le peut certainement. Claire passe en mode professeur, l'expliquant clairement. 3 étapes pour la magie. La sentir, la stocker, l'utiliser. Jin vient de franchir la première étape. Vient maintenant la 2e, stocker du mana dans son corps. Elle prend le contrôle, guidant le flux vers son cœur, lui demandant d'imiter la sensation de retenir sa respiration, créant un vaisseau pour la contenir. Jin se concentre, se prépare. C'est là que ça commence à devenir réel. Alors que le mana envahit Jin, Claire le voit, non pas physiquement, mais mentalement. Une vision, une menthe religieuse, grotesque, dévorant sa proie, ses mouvements surnaturels, sa présence suffocante. Puis elle la regarde, et ses yeux se remplissent d'innombrables yeux qui la fixent en retour. Claire se fige. Qu'est-ce que c'est? Avant qu'elle ne puisse comprendre, quelque chose de pire se produit. Son mana commence à être aspiré dans Jin. Pas guidé, pas partagé, absorbé. La panique la frappe instantanément. À ce rythme, il va la vider complètement. Mais à ce moment-là, le loup rouge intervient, enroule sa queue autour d'elle et l'arrache à un saut instinctif et propre. Claire recule en titubant. Secouée, Jin se ressaisit et va immédiatement la voir. L'esprit de Claire s'emballe. Ce qu'elle a vu n'était pas aléatoire.
C'était le monde mental de Jin. Une manifestation de son pouvoir, de sa nature, de son passé. Et ce qu'elle a vu là, moins dedans, ce n'était pas normal, loin de là. Ce genre de présence menaçante n'apparaît pas comme ça. Quelque chose ne va vraiment pas. Elle se tourne vers Jin. Sérieuse maintenant. Pas de blague, pas de taquinerie. Elle a besoin de la vérité. A-t-il mangé un noyau interne? Et Jin penche la tête, confus par le terme, puis réalise l'essence du monstre. Oh, oui, il en a mangé. Elle l'attrape instantanément, la panique se lisant sur tout le visage. Combien? Quand a-t-il commencé? Dan répond avec désinvolture. Il en mange régulièrement depuis environ 10 ans. Quant au nombre, des milliers, peut moins être des dizaines de milliers. Il se gratte la tête, sincèrement déconcerté par sa réaction. Est-ce un problème? Clark s'énerve. Oui, un énorme problème. Parce que lorsque les humains mangent des noyaux internes, ils ne deviennent pas plus forts. Ils meurent ou cessent complètement d'être humains. Le monde est confronté à quelque chose de sombre et d'anormal. Le karma, une énergie trouble issue du royaume démoniaque. Eux qui l'absorbent ne gagnent pas seulement puissance, ils deviennent quelque chose de complètement différent. Tordu, amélioré, dangereux. Et au centre de tout cela se trouve le noyau du monstre. Un noyau condensé de cette même énergie formée, après avoir pénétré suffisamment longtemps à l'intérieur d'une créature. La puissance a un prix. Alors que Clark marche, perdu dans ses pensées, son esprit dérive vers des souvenirs troublants. À l'époque où la porte de l'autre monde s'est ouverte pour la première fois et que le karma a inondé le monde, tout le monde n'y a pas résisté. Certains humains l'ont adopté, ils vénéraient les monstres comme des êtres divins, les appelant des anges. Ils consommaient des noyaux de monstres. Ils sacrifiaient même des humains. Ouais, pas vraiment le genre de gens qui sont fous. Ils étaient étiquetés pour ce qu'ils étaient, des fous. Clark se souvient de la confession désinvolte de Jin, comment il mangeait des noyaux de monstres depuis des années. Pas quelques-uns, mais des milliers. Peut moins être des dizaines de milliers. Son cerveau commence immédiatement à relier des points dangereux. Serait-il l'un d'eux, un prêtre noir? Non, ça ne colle pas. S'il était vraiment l'un de ces fous, il ne serait pas aussi ouvert. Il ne lui aurait pas non plus montré son monde mental. Mais d'une certaine manière, cela ne fait qu'empirer les choses. Parce que s'il n'est pas fou, alors pourquoi diable mangerait-il volontairement quelque chose d'aussi dégoûtant et dangereux? Ouais, Jin n'a officiellement aucun sens. Clark ne peut que soupirer intérieurement. Il n'est pas juste étrange, c'est une énigme totale. Pendant ce temps, un petit fait amusant surgit. Il n'y a pas trop réfléchi du tout. Il a littéralement copié les monstres qu'il a vu faire. Le singe voit, le singe fait, mais avec des noyaux de démons. Génial. Revenant à la réalité, Clark l'avertit fermement. Arrête de manger des noyaux de monstres. Immédiatement sans débat. Il a eu de la chance jusqu'ici, mais la chance s'épuise et quand elle viendra, ce ne sera pas beau à voir. Jin écoute, mais intérieurement, quelque chose cloche. Elle dit, manger des noyaux de monstres tue ou te transforme en monstre. Mais il est là, vivant, en parfaite santé. Alors l'information est-elle fausse ou quelque chose ne va-t-il pas chez lui? Une pensée plus sombre s'insinue. L'engourdissement qu'il ressent après avoir tué, cette envie constante de se battre, tout cela pourrait-il être dû au noyau de monstre? Ouais, ce n'est pas une prise de conscience réconfortante. Jin donne une réponse mitigée. Il va essayer. Clark arrête immédiatement. Essayer ne suffit pas. Même pas prêt. Elle exige une certitude absolue. Il a arrêté d'en manger pour toujours. Parce que ce n'est plus seulement sa vie qui est en jeu. S'il continue, il pourrait perdre complètement sa capacité à utiliser la magie. Cela attire enfin son attention. Attendez, pas de magie? Là, ça frappe différemment. Alain, légèrement exaspéré, le rassure. Il n'est pas encore complètement condamné. Les techniques avancées comme la manifestation de mana sont un peu moins être hors de portée pour l'instant, mais il devrait quand même pouvoir utiliser quelque chose appelé les arts du mana. Lin cligne des yeux. La confusion monte. Les arts du mana? La scène s'ouvre sur la 4e ville pionnière, bondée, bruyante et débordante de mercenaires. Lin regarde autour d'elle, légèrement dépassée. Ce n'est pas seulement animé, c'est bondé. L'art imperturbable lui dit il n'y a rien de surprenant à cela. La mission en elle-même est énorme, mais plus important encore, elle est supervisée par un chevalier sacré. Cela suffit à attirer une petite armée. Alors que le chevalier sacré Raymond se promène dans la ville, l'atmosphère change subtilement. Même sans rien faire, il attire l'attention. Jin le remarque immédiatement. Ce type n'est pas du même niveau que les mercenaires ordinaires. Même pas de près. Au premier coup d'œil, Jin peut dire que cet homme est complètement différent. Curieuse, Jin demande si des foules comme celle-ci se forment toujours autour des nuits saintes. Clark explique. Ce n'est pas seulement ça. Cette mission vient de quelqu'un connu sous le nom de l'insecte doré. Jin, étant Jin, suppose immédiatement qu'il s'agit d'une sorte de monstre insecte. Clark le fixe du regard en disant « Tu es sérieux, là ?» Avant qu'elle ne puisse le faire retirer davantage, Jonathan intervient pour clarifier les choses. Le scarabée doré n'est pas un monstre. C'est un surnom, un magnat légendaire, l'un des hommes les plus riches du monde. Enfin, il était vivant. Il est mort subitement. Jin saute naturellement à la conclusion évidente. A-t-il été tué? Jonathan hausse les épaules. Les rumeurs disent que oui, mais rien n'est confirmé. Alors si le scarabée doré est mort, pourquoi tout le monde est là? C'est simple, sa fortune n'a pas disparu.
Il a laissé derrière lui 2 fils et un héritage colossal. Maintenant, quelqu'un doit déplacer cette richesse en toute sécurité à l'intérieur de la barrière. C'est le travail. Jin analyse la situation et comprend immédiatement pourquoi la ville déborde. Déplacer la fortune d'un mania, ouais, ce n'est pas qu'un travail. C'est jackpot. Une nuit sainte appelle le groupe suivant, le groupe de mercenaires Black Marlin. Jonathan s'illumine. C'est leur moment. Avant que Jin ne puisse réagir, il est traîné comme un accessoire par la campagne de promotion de Jonathan. Debout devant les chevaliers sacrés, Jonathan fièrement présente Jin comme s'il dévoilait une arme légendaire. La plus grande puissance du groupe. Il a apprivoisé un loup-garou, capturé un crâne fou. La foule commence à chuchoter. C'est lui, il n'a pas l'air de grand-chose. Puis vient le surnom, écraseur de tête. Diane remet immédiatement en question ses choix de vie. Écraseur de tête? Sérieux? Jonathan lui dit de faire avec. Bonne réputation, meilleur traitement. Un calcul simple. Elle, des chevaliers sacrés annoncent leur récompense. 100 pièces d'or. Départ au lever du soleil. Soyez prêts. Juste comme ça, marché conclu. Alors qu'ils partent, Jin est toujours en train de traiter le paiement. 100 pièces d'or pour le transport des bagages. Jonathan explique la réalité du monde des mercenaires. La moitié de la paix est pour le travail. L'autre moitié est pour la réputation. Et grâce au surnom ridicule de Jin, ils viennent d'obtenir un tarif préférentiel. Jin finit par demander ce que signifie écraseur de tête. Han explique avec beaucoup trop de désinvolture que c'est parce qu'il écrase des têtes de monstres. Ouais, subtil. Très subtil. Jin juge mentalement celui qui a trouvé ça. Un goût horrible. Mais au bout d'un moment, il expire et l'accepte. Parce qu'au final, une telle célébrité n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, cela pourrait bien l'aider à prendre le dessus. Sa prochaine étape à prendre les arts humains. Le décor se déplace vers les quartiers des mercenaires. Un bâtiment bruit et bruyant avec une petite arène en son centre. Les combats ont lieu constamment ici, pas seulement pour la fierté mais aussi pour le profit. L'endroit est bondé. Clara regarde Jin, légèrement inquiète. Va-t-il vraiment aller jusqu'au bout? Jin reste calme, son objectif est clair. Il est chevalier sacré excellent dans les arts du mana, et s'il veut apprendre, il a besoin de leur attention. Et oui, il a déjà un plan. Pas d'hésitation, pas de peur, juste de la stratégie. Jin se souvient de ce qu'il a appris. Les chevaliers sacrés sont attirés par la force. Montrez-leur quelque chose d'impressionnant, et ils ne vous ignoreront pas. Ils pourraient même vous favoriser. Pour Jin, cela semble assez simple. Debout dans l'arène, il aiguise sa concentration. Ce n'est pas juste un combat. C'est une scène. Il n'est pas là pour gagner. Il est là pour se faire remarquer. Son adversaire se précipite, mais le combat commence à peine. Jin esquive sans effort, contre-attaque, avec une gifle nette, attrape la balle, et termine par un coup de tête brutal. Le combat est terminé. Juste comme ça, la foule explose. Head Crusher fait un spectacle et ils adorent ça. D'autres challengers commencent immédiatement à s'aligner. L'une, intérieurement satisfait, note qu'il a réussi à attirer l'attention, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est que le début. Jin réfléchit à l'avenir. 1 ou 2 vents n'impressionneront pas un chevalier sacré. Mais 10, c'est là que les questions commencent à se former. Et c'est là que la curiosité se transforme en intérêt. Et si le chevalier sacré est un vrai, il finira par tester Jin lui-même. Juste au moment où Q, le chevalier sacré aux cheveux blancs, passe à l'action, ordonnant à son apprenti, Rex, d'entrer dans l'arène. Rex n'est clairement pas ravi, se battant contre un mercenaire quelconque. Cela lui semble indigne. Pendant ce temps, Jin voit exactement ce qui se passe. C'est ça, le moment qu'il visait. Le vrai jeu est sur le point de commencer. Et puis, Jin fait l'inattendu. Il refuse. Pas de discours dramatique, pas d'explication, juste une phrase. Rejet catégorique, car dans son esprit, ce n'est plus un combat, c'est une négociation. Et c'est son premier mouvement pour apprendre les arts du mana. Rex s'énerve, exigeant de savoir pourquoi Jin refuse le duel. Le chevalier sacré intervient calmement, vérifiant si Jin est blessé. Mais Jin répond clairement, il va bien, alors pourquoi refuser? Jin n'hésite pas. Il leur rappelle qu'il est un mercenaire, quelqu'un qui se bat pour l'argent et le gain. Donc battre un apprenti chevalier sacré n'est pas quelque chose qu'il ferait gratuitement. Alors il propose plutôt un marché, un pari. Le chevalier sacré l'interroge. Qu'est-ce que quelqu'un comme Jan Tarmitanem vous pourrait bien leur offrir? Jin répond sans broncher. La réputation. Bien qu'il ne soit pas une figure majeure, il a quelque chose de précieux, de l'argent. Beaucoup d'argent. La foule éclate immédiatement de colère. Ils n'en croient pas leurs yeux. Parier contre l'honneur d'un chevalier sacré. Il prend cela beaucoup trop à la légère. Rex fulmine, mais le chevalier sacré lève la main pour l'arrêter. Ils rejettent l'argent de Jin, mais répliquent avec leurs propres conditions. Au lieu d'un paiement, ils proposent ceci. Tout dommage pendant le combat n'entraînera aucune responsabilité, aucune compensation, aucune responsabilité. En d'autres termes, un combat complet, aucune conséquence. Les pensées de Jin disent. Parfait. Aucun règlement à craindre signifie qu'il peut tout faire sans retenue. Il accepte immédiatement. Les 2 combattants se mettent en position tandis que la foule s'emballe. Les spectateurs applaudissent, parient et crient. Ce n'est plus juste un combat, c'est un divertissement avec des enjeux. Elar fait signe à Jin. Si les choses tournent mal, recule. Jin répond avec assurance. Il n'a pas l'intention de perdre. Rex demande au chevalier sacré jusqu'où il doit aller. La réponse est simple, tout donner. Sans retenue. Rex libère son mana et l'atmosphère change instantanément.
La foule réagit avec enthousiasme. C'est du vrai art du mana. Rex disparaît en un instant, réapparaissant juste devant Jin à une vitesse fulgurante. Jin réagit, analysant en temps réel. La vitesse de Rex est d'un tout autre niveau par rapport aux adversaires qu'il a affrontés auparavant. Il esquive proprement le premier coup, son esprit s'emballant. Cette force est raffinée et puissante. Un coup propre pourrait être fatal. Art du mana. L'intérêt de Jin s'aiguise. Intéressant. Rex pousse à nouveau l'attaque, lançant un autre coup de poing. À ce moment-là, Jin bloque mais l'impact est suffisamment fort pour le projeter en arrière. Rex commence à parler, s'adressant à Jin par son nom. Malgré la réputation de Jin, Rex le rejette catégoriquement. Pour lui, Jin n'est rien de plus qu'une bête sauvage et il a l'intention de prouver la différence entre eux. La foule réagit sous le choc lorsque Jin est repoussé. Même en tant qu'apprenti, Rex est écrasant. La prise de conscience se répand rapidement. Les chevaliers sacrés opèrent à un tout autre niveau. Certains dans la foule commencent à paniquer, en particulier ceux qui ont parié sur Jin. Taylor observe attentivement, son inquiétude grandissant à mesure que le combat commence à basculer dans un terrain sérieux. Observant d'en haut, le chevalier sacré étudie Jin de près, alors qu'il continue de simplement bloquer les attaques de Rex. Quelque chose cloche. Les précédents combats de Jin étaient décisifs, écrasants et efficaces. Il achevait ses adversaires en un seul coup, mais maintenant, il est passif, délibéré, presque éprouvant. Le chevalier sacré plisse les yeux, soupçonnant que le comportement de Jin cache quelque chose. Cache-t-il quelque chose? Pendant ce temps, Rex fait monter le niveau du combat, lançant un art de mana. Une frappe infusée d'énergie en forme de poing fonçant vers Jin. Sans hésiter, Jin la dévie à main nue. Jonathan perd le contrôle, criant d'incrédulité. Dévie des arts de mana à main nue est quelque chose dont il n'a jamais entendu parler. Jin, cependant, crache un peu de sang, mais son expression reste calme. Mais, avec cet échange, il arrive à une conclusion. Il ne se contente plus de mesurer la force de Rex. Il veut maintenant tester autre chose. La durabilité de Rex. Et sans prévenir, Jin se rapproche et lui assène un coup direct dans le ventre. L'impact est réel. Rex crie de douleur. Les pensées intérieures du chevalier sacré s'aiguisent alors qu'il observe la réaction de Rex. Un seul coup de poing normal. Pourtant, Rex est visiblement secoué. À ce moment-là, une prise de conscience commence à se former. Jin n'attendait pas du tout une ouverture. Il appréciait le combat. Testant, observant, s'adaptant. Jin, arborant un léger sourire, commente ouvertement le combat. Rex l'a mieux enduré que prévu. Il devient curieux, se demandant combien de coups de ce genre Rex peut encaisser, se demandant, même si les arts de mana sont responsables de sa résistance. Pour Jin, ce n'est plus seulement un duel, c'est une expérience. Avant que les choses ne dégénèrent, le chevalier sacré intervient et demande l'arrêt du match. Rex est perdu. L'accord est accepté et la demande de Jin sera accordée comme promis. Le combat est terminé. Jin est intérieurement déçu. Il avait l'impression qu'il ne faisait que commencer. Pourtant, il reconnaît le résultat. Le but n'a jamais été seulement de gagner. Et à cet égard, le plan a parfaitement fonctionné. La foule explose d'excitation, acclamant Jin avec enthousiasme. Écraseur de tête. Leur confiance en lui atteint un nouveau niveau, alors que son nom se répand dans l'arène. La scène se déplace vers le manoir de Golden Bug Wolf. Et ses deux fils, Dereric et Cédric, discutent de la situation. L'accès à la barrière prendra 10 jours. Dereric exprime sa frustration, accusant l'Ordre et l'Alliance de l'avoir traîné, leurs pieds, malgré l'argent investi. Cédric s'inquiète de savoir s'ils tiendront aussi longtemps. Derek, acculé par l'incertitude, admet qu'ils ne peuvent rien faire d'autre qu'endurer et espérer. La caméra s'attarde sur quelque chose d'inquiétant. Une étrange excroissance bleue commence à émerger de leur corps, silencieuse, inaperçue. Quelque chose ne va clairement pas sous la surface.